En ce moment, vous l'aurez remarqué, il se passe des choses bizarres. Votre immeuble d'habitude si tranquille est devenu le lieu de travail préféré des livreurs de pizza. Et votre voisin, que vous n'entendiez pas, pousse désormais des cris dignes d'un démon échappé de l'enfer. Alors pas de panique, c'est une petite crise de 30 jours que les médecins appellent la Coupe du Monde. Bonjour Éric Nolot. Bonjour, et je suis moi-même en pleine crise. Exactement, alors vous êtes essayiste, chroniqueur, téléprésentateur aussi. Vous sortez quand la coupe déborde sur votre passion du football. Vous êtes comment vous quand vous regardez un match? Je vous conseille pas, je vous conseille de garder l'image que vous avez qui est peut-être positive parce que vous allez découvrir un autre être qui est très chauvin, qui est très bourrin, qui est d'une extrême mauvaise foi et qui est donc un supporter chauvin de base. Je conteste l'arbitrage, j'insulte l'adversaire, en fait tout ce que normalement on n'avoue pas, mais non, j'ai une autre personnalité, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde de Via le football. Alors quand la coupe déborde, c'est 10 matchs et une grève, puisqu'on va en parler aussi, qui font figure de chapitre. Comment vous avez choisi justement ces matchs? Il faut que ça soit des matchs qui soient entrés dans la légende, c'est-à-dire que ce soit passé pendant les 90 minutes ou plus si prolongation, un fait qui les fait entrer dans une autre dimension. Alors l'exemple emblématique évidemment c'est le coup de boule de Zidane, c'est-à-dire le plus grand joueur avec Platini, le plus grand joueur français de tous les temps, à 5 minutes ou 10 minutes de raccrocher et certainement de gagner une deuxième Coupe du Monde parce que les Italiens étaient vraiment pas bien à ce moment-là, un coup de folie et le match devient beaucoup plus célèbre pour ce coup de boule que pour la victoire de l'Italie. Donc la coupe a débordé, donc je retiens ce match. Et il y a des matchs par exemple qui ont marqué aussi l'actualité comme Angleterre-Argentine. Ce match est devenu un symbole. Un symbole parce que les deux pays étaient en guerre, donc c'était déjà très tendu et à 5 minutes de distance, Maradona a fait 2 fois basculer ce match, il est entré 2 fois dans la légende, une fois avec la main de Dieu, il a triché, il a marqué de la main et 5 minutes plus tard avec le but du siècle où il passe en revue toute l'équipe anglaise. Là aussi, c'est un exemple emblématique. Alors ce qui est intéressant dans le livre, c'est pas seulement vos souvenirs de foot à propos de ça, en fait vous essayez quelque chose d'incroyable Éric Nolot, c'est essayer de réconcilier foot et littérature. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écrivains quand ils aiment le foot, on pense à Camus bien sûr, mais vous essayez ça parce que vous truffez de références et notamment, alors moi il y en a une qui m'a vraiment étonné, c'est à propos de Knissa, donc la grève en Afrique du Sud. Et là, donc Raymond Domenech va lire une lettre, on le sait tous, écrite par les joueurs. Et là, vous parlez de Rimbaud qui écrit la lettre du voyant et Domenech, c'est la lettre du malvoyant. Oui, la lettre du malvoyant. Mais faites l'expérience, relisez une saison en enfer et vous verrez que tout ce qu'a écrit Rimbaud était tout à fait prémonitoire de ce qui allait se passer à Naïsna. Il a écrit une saison en enfer et nous, à Naïsna, nous avons vécu une fin de saison en enfer. Donc le débat théorique, est-ce que c'est compatible? Ça me passe complètement au-dessus de la tête parce que ça fait partie des données essentielles et immédiates de mon existence. Il y a aussi ce chapitre incroyable, je pense que c'est mon préféré, c'est la Coupe du Monde 66, c'est la Corée du Nord. Voilà, qui bat l'Italie. Alors on voit souvent ce match d'ailleurs quand on regarde un petit peu l'histoire du football, mais c'est vrai qu'il faut se le rappeler. La Corée du Nord en 66, donc en pleine guerre froide, bat l'Italie. Donc c'est la Coupe du Monde en Angleterre. On les surnomme les moustiques rouges. C'est ça la Corée. Et il y a un engouement en Angleterre autour de cette équipe. C'est mon chapitre préféré parce que d'abord le match est incroyable parce qu'ils sortent de nulle part. C'est un pays tout jeune qui a aucune tradition footballistique, qui bat les grands Italiens. Et en effet, comme tous les matchs ont lieu à Middlesbrough, qui est une cité ouvrière, une ville prolo, les gens du coin prennent fait et cause pour l'équipe coréenne et les soutiennent. Et quand ils se sont qualifiés, il y a 5000 personnes de Middlesbrough qui sont allées voir le match suivant pour soutenir la Corée du Nord à Liverpool. Mais ce qui est encore plus comique, c'est que comme tout le monde était sûr que l'Italie allait se qualifier, ils avaient donc logé l'Italie dans un monastère. Donc c'est les Coréens du Nord qui héritent du monastère. Seulement, eux, ils n'avaient jamais vu d'imagerie religieuse. Donc un homme sanguinolent en croix, ça leur a collé des cauchemars pas possibles. Et à mon avis, ça explique en partie qu'ils se soient effondrés en quart de finale. Juste, Éric Nolot, il va falloir parler de l'instant trauma quand même de ce livre. Bon, à savoir France-Allemagne 82. Je sens sûr. que voilà, mais oui, j'en suis sûr parce que. Est-ce que je peux garder une minute de silence plutôt? Non, parce que je dois vous le dire. Moi, je suis la génération juste d'après et les générations futures, on a dû vivre avec ce match, donc c'était un peu un coup de pression. Et là, vous écrivez que c'est le match du siècle pour vous, tout simplement. Mais vous invoquez aussi la tragédie grecque par le biais d'une citation de Jacqueline de Romilly. Alors c'est là où on mélange les deux. Je cite, c'est l'épopée racontait, la tragédie montra. Pour vous, c'est vraiment ça? C'est le match le plus proche, dans l'histoire du football, c'est le match le plus proche de la tragédie grecque. Par le fait qu'il y a eu un retournement de situation, les Français menaient 3-1, se font remonter 3-3, perdent au tir au but. Il y a un deuxième point, c'est que quand Batiston est agressé par Schumacher, quand c'est le vilain Schumacher, on dit Schumacher. C'est ça, j'ai compris. Quand c'est le gentil, on dit Schumacher. Comme Mitterrand et Mitterrand. C'est exactement le même principe. Quand il est évacué sur une civière, Platini lui tient la main parce Batiston est dans le coma, il est passé à 2 doigts de la mort, et c'est Achille et Patrocle sous les murs de Troie. Et d'ailleurs, c'est si vrai que quand la crise atteint le sommet de l'État, il y a une germanophobie pas possible en France, Helmut Kohl se fend d'un télégramme à Mitterrand où il lui dit, en effet, les dieux, comme à l'époque antique, ont choisi leur camp, mais ceci, cela. Donc lui-même, Helmut Kohl, a parfaitement saisi la dimension tragique de la chose. La mise à jour d'Éric Nolot, c'est à suivre toute la journée sur France Info.